Si je te dis beauté, protection, coup de foudre, enlèvement, mariage forcé, garde alternée, royauté, ne me répondrais-tu pas Perséphone ? Si c'était pas ta réponse, c'est que tu n'as pas compris à quoi sert le titre d'un podcast, et si c'était ta réponse, tu peux remercier ta maîtresse de CP qui t'a appris à lire. Perséphone est à la base la déesse de la végétation. Elle devient la reine du monde souterrain et protectrice des morts suite à son enlèvement par Hadès, le dieu des enfers. D'ailleurs, ces allers-retours entre monde des vivants et monde des morts rythment les saisons de l'année chez les mortels. Bienvenue dans cet épisode de Mythes grecs décomplexés. Installe-toi et serre-toi un verre. Je me charge de te raconter l'histoire de la divinité du jour, Perséphone. On va commencer fort avec un peu de généalogie sympa, histoire de se mettre dans l'ambiance dès le début. Perséphone est la fille de Déméter, déesse de l'agriculture, et de Zeus, le roi des dieux. Niveau parental, on a donc deux doubles rôles, puisque maman est aussi tata, et papa est aussi tonton. Pour la petite histoire, comme Déméter ne souhaitait pas d'une union incestueuse, Zeus s'est transformé en taureau pour la choper. Hygin, un auteur très saint d'esprit, raconte que des années plus tard, dans une optique d'aller toujours plus loin, Zeus choisit de coucher également avec sa fille. Comme il sait que c'est cracra, enfin toujours plus cracra que de coucher avec sa sœur, il se change en serpent pour séduire sa fille et faire sa petite affaire. Ne me demande pas comment ça marche pour la séduire et surtout comment donner naissance entre un ovipare et une vivipare, mais toujours est-il que Perséphone donnera naissance à Zagreus, un taureau. Donc taureau plus déesse égale déesse et serpent plus déesse égale taureau. Très bien. Cette version de la légende veut que ce soit pour cette raison d'ailleurs que Perséphone vit aux enfers, c'est-à-dire pour oublier la manière dont son père l'a déshonorée. Mais comme je te l'ai dit dans l'épisode sur Déméter, la mère de Perséphone, il est communément accepté qu'en réalité cette dernière vit aux enfers parce que Hadès l'a enlevée pour en faire sa reine. Une version pas folle non plus, mais toujours moins dégueu, je te la rappelle. Hadès tombe amoureux de la belle Perséphone et la kidnappe sur son char pour l'épouser, malgré les tentatives d'une nymphe pour l'en empêcher. Déméter cherche sa fille pendant 9 jours et déclenche une famine en espérant faire bouger les choses. Constatant que Déméter est tellement désespérée qu'elle s'en prend aux mortels, Zeus demande à Hadès de rendre Perséphone à sa mère. Hadès accepte à contre-cœur et les deux femmes se retrouvent. Cependant, un des jardiniers de Hadès dit à Déméter qu'il a vu Perséphone cueillir et manger des pépins de grenade pendant qu'elle était dans le monde souterrain. Le problème avec ça, c'est que la nourriture des enfers ne doit pas être mangée, sinon on est condamné à retourner aux enfers pour y vivre. Donc Perséphone ne peut pas rester sur Terre indéfiniment, et sa mère est atterrée. Pour lui remonter le moral, les dieux trouvent le compromis suivant. Perséphone restera 8 mois de l'année avec sa mère, et 4 mois sous terre avec Hadès. Selon les versions, les durées changent, genre moitié-moitié de l'année, mais l'idée reste. Perséphone est donc la déesse de la végétation une partie de l'année, et la reine des enfers le reste du temps. Rien que ça. Et même si elle s'y opposait au début, il faut croire qu'elle a pris goût à son rôle de souveraine, puisqu'on peut constater comment elle défend sa place auprès de son mari. Avant de tomber sous le charme de Perséphone, Hadès partageait sa couche avec une femme. Cette amante, c'est une nymphe du fleuve des enfers du nom de Mantée. Seulement, il la délaisse pour obtenir la main de Perséphone, ce que Mantée ne supporte pas. Donc, elle nourrit une rancune envers Perséphone et elle dit à qui veut l'entendre que des deux femmes, c'est elle, Mantée, la plus belle et qu'elle reconquérera aisément le dieu des enfers. Ces paroles lui valent les foudres de Perséphone qui la transforment en un pied de menthe avant de la piétiner. Après ça, une seconde nymphe devient victime de la jalousie de Perséphone. Il s'agit de Leucée, une fille du titan Océan que Hadès a lui aussi kidnappée. Non, il n'avait pas le temps pour la séduction conventionnelle. Tu kidnappes, c'est tout aussi efficace. Perséphone découvre que son époux convoite une autre femme et elle change l'amante infortunée
en un peuplier blanc. Enfin, selon les versions, ce serait soit Perséphone qui la transforme pour que Hadès n'en fasse pas son amante, soit Hadès qui la transforme pour la garder auprès de lui. Dans les deux cas, c'est moyen. De là, on pourrait s'accorder deux hypothèses sur la relation entre les deux souverains des enfers. Soit Perséphone ne fait qu'éliminer la concurrence pour préserver son ego et sa place sur le trône, soit elle s'est vraiment attachée à Hadès et elle cherche à le garder jalousement auprès d'elle. Notons que si c'est la deuxième hypothèse, c'est un peu une grosse hypocrite vu qu'elle succombe au charme d'un homme qu'elle va prendre pour amant, une histoire qui la pousse à se quereller avec Aphrodite, la déesse de l'amour. Voici le mythe d'Adonis que je te présente rapidement aujourd'hui pour souligner le caractère de Perséphone et qui est abordé en entier dans un épisode sur Aphrodite elle-même. La femme du roi Cinyras manque de respect à la beauté d'Aphrodite. Donc Aphrodite se venge en suscitant en Myrrha, la fille du roi Cinyras, le désir incestueux d'avoir un enfant de son propre père. Je te la fais courte, sa nourrice bourre la gueule du roi, ils couchent ensemble et quand il décuve, il réalise qu'il vient de sauter de sa fille et va chercher son couteau en inox avec l'intention de réparer l'erreur par le meurtre. Myrrha s'enfuit en implorant les dieux de l'aider. Aphrodite, qui l'observait toujours, la prend en pitié et la change en un arbre à myrrhe. De l'écorce de cet arbre naît le résultat de l'inceste, c'est-à-dire un bébé nommé Adonis. Aphrodite cache Adonis dans un coffre et le remet à Perséphone, qu'elle puisse l'élever en sécurité. Perséphone accepte de recevoir le coffre et, tout comme Aphrodite, elle tombe sous le charme de l'enfant. On parle de deux déesses adultes et d'un nouveau-né, mais ok. Perséphone élève Adonis dans son propre palais comme un fils dont elle est donc tombée amoureuse, voilà, paye ton complexe d'Oedipe inversé. Sauf qu'un beau jour, Aphrodite revient pour récupérer Adonis et Perséphone refuse de le lui rendre car elle en a vraiment fait son amant. Comme aucune des deux déesses ne souhaite lâcher le morceau, l'affaire est portée au tribunal. On déclare alors le jugement suivant. Adonis passera un tiers de l'année avec Perséphone, un tiers de l'année avec Aphrodite, et le tiers restant avec qui veut, pour pouvoir souffler un peu et se libérer de l'emprise des deux déesses. Donc là, c'est le moment où on est en droit de se demander ok, mais Hadès dans tout ça ? Parce que bon, imagine l'amour de ta vie qui t'empêche d'avoir des amantes, mais qui te trompe après avec si peu de considération pour toi qu'elle va jusqu'au tribunal pour garder son amant. Les boules quoi, comment Adonis est-il toujours en vie ? Je ne sais pas. Bref, Adonis se plie au jugement des dieux et passe une partie de l'année avec une déesse, puis l'autre, et enfin il a du temps libre. Seulement Perséphone devient vite agacée par cet accord car même lorsque le temps alloué à Aphrodite est fini, Adonis reste avec elle et quand il doit descendre aux enfers pour le tiers de temps consacré à Perséphone, il y va à reculons. Il faut dire qu'Aphrodite triche un peu, car d'une part elle se plie en quatre pour plaire au jeune homme, et d'autre part elle porte constamment une ceinture qui a le don de susciter un désir fou chez n'importe quel homme. Pour se venger de cette perfidie, Perséphone va voir Arès, le dieu de la guerre et l'amant d'Aphrodite, pour lui dire que la déesse de l'amour l'a remplacé par le bel Adonis. Elle espère ainsi susciter la jalousie de Arès, réputé pour son mauvais tempérament. Ça marche, il devient fou de rage et envoie un terrible sanglier droit sur Adonis, qui se fait perforer de part en part. Aphrodite ne peut rien y faire, Adonis rejoint le monde souterrain à tout jamais. C'est juste une âme sans enveloppe charnelle, ni souvenir de sa vie humaine parce que c'est comme ça quand on meurt. Donc Perséphone n'y gagne rien, si ce n'est la satisfaction de savoir que si elle ne peut avoir l'élu de son cœur, alors personne ne l'aura. Oui, c'est égoïste et malsain. Mais si le cœur de la déesse peut paraître cruel, il n'est pas exempté de toute bonté, comme elle a pu le prouver dans la mésaventure de Thésée et Pirithos. Pirithos et Thésée se font une promesse débile. Ils ne prendront pour épouse une femme que si cette femme est une des filles de Zeus. Thésée obtient Hélène et promet qu'il aidera Pirithos à trouver une épouse à son tour, peu importe les dangers. Je t'entends lever un sourcil et te demander « Ok, Perséphone dans tout ça ?» quand Hélène a l'âge d'être mariée, tu m'as bien entendu,
Pirithos rappelle à Thésée qu'il doit lui dégoter une femme, et que Zeus, il a sauté un peu tout ce qui bouge, alors trouver une autre de ses filles, ça devrait pas non plus être trop galère. Les deux comparses vont voir un oracle, histoire de quand même savoir un peu où elle est, et l'oracle leur répond « Pourquoi ne pas descendre au Tartare et demander à Perséphone, la femme d'Hadès, d'épouser Pirithos? Elle est la plus noble de nos filles. » La plus noble des filles qui est née quand même du viol d'une sœur, mais c'est pas grave. Pirithos, il se dit « Bah oui, on y va !» Et à ce moment-là, Thésée, il se rend compte que parfois, mieux vaut fermer sa gueule que faire une belle promesse. Les deux amis descendent au Tartare et se présentent devant Hadès. Celui-ci les écoute et fait genre « Ah oui, je comprends tout à fait ». Il les invite à le suivre dans le palais et leur indique 2 sièges où s'installer, le temps qu'il aille voir avec Perséphone ce qu'elle en pense. Thésée et Pirithos s'assoient et là, c'est finito. Ils sont collés au siège, impossible de se lever sans se déchirer la peau, et de toute façon des serpents s'enroulent autour d'eux, des furies les fouettent et Cerbère, le chien à 3 têtes, s'assure qu'ils restent ici. Ils comprennent qu'ils ont fait une terrible erreur. Non, je rigole, même pas ils comprennent quoi que ce soit, parce que ce sont les chaises de l'oubli, et comme leur nom l'indique, elles te font oublier qui tu es, d'où tu viens, pourquoi t'es là, où t'en es dans le culte de la divinité du moment, est-ce que t'as bien fermé la porte à clé, tout, tu oublies tout. Hadès les regarde se débattre, et Perséphone regarde avec lui. Je t'entends hausser le 2e sourcil et te demander où sont la bonté et la justice, puisqu'ici, tout est punition cruelle. Ça arrive. Le couple royal laisse les 2 mortels sur leur chaise pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'Héraclès passe par là et les reconnaisse. Héraclès, c'est un héros un peu stylé et un peu bourrin qui doit faire plein de travaux super chiants. En l'occurrence, il doit prendre Cerbère et le ramener à la surface pour un des travaux de son emmerdeur de cousin. Perséphone, qui partage les liens du sang avec le demi-dieu, le reçoit avec bienveillance. Lorsque Héraclès lui demande de relâcher Pirithos et Thésée, elle hésite puis accepte. Mais pour que ça soit pas non plus trop facile, elle dit à Héraclès de se débrouiller, que c'est à lui de délivrer les 2 comparses s'il en est capable. Héraclès, qui maîtrise mieux les muscles que son cerveau, tire Thésée d'un coup sec comme un pansement. Thésée se décolle du siège, mais il y laisse quelque chose. En effet, la peau de ses fesses reste collée, elle s'est détachée de son corps. Pirithos, lui, ne sera jamais sorti des enfers car quand on l'approche, la terre se met à trembler, signe qu'il doit rester puni pour avoir osé effleurer l'idée d'épouser la belle Perséphone. Thésée n'est pas la seule personne que Perséphone accepte de laisser revenir parmi le monde des vivants. Il en va de même pour Eurydice, la femme d'Orphée. Orphée, c'est un très bon musicien et lorsque sa femme meurt, il joue une longue complainte qui arrive jusqu'aux dieux. Ceux-ci sont émus et donnent à Orphée l'autorisation d'aller chercher sa défunte femme aux enfers. C'est ainsi qu'il arrive devant Perséphone et Hadès. Perséphone est si impressionnée par l'amour inconditionnel d'Orphée qu'elle convainc Hadès de le laisser ramener sa femme chez les vivants. Hadès impose la condition suivante. Orphée doit sortir des enfers devant sa femme et tant qu'ils ne sont pas à la surface, il ne doit sous aucun prétexte se retourner ou lui parler. Ce que malheureusement Orphée va faire juste avant d'arriver à la sortie des enfers. Donc sa femme retourne chez les morts, impossible de l'en sortir. Un moment de solitude, quoi. Une dernière protagoniste est allée à la rencontre de Perséphone pour implorer son aide. C'est Psyché, la plus belle des femmes mortelles. Enfin la plus belle, il y a plein de femmes qui sont la plus belle des femmes dans la mythologie. Si Psyché doit se tourner vers Perséphone, c'est parce que Aphrodite lui a imposé d'aller chercher auprès de la déesse des enfers un souffle de beauté. Psyché descend donc dans le monde souterrain. Après avoir refusé la nourriture que Perséphone lui proposait et avoir pris soin de ne s'asseoir que par terre, on préfère éviter les chaises de l'oubli, n'est-ce pas? Elle obtient de la déesse un écrin hermétiquement fermé qui contient le fameux souffle de beauté.
Du coup, je sais pas trop, niveau chronologie, où est-ce qu'on se situe? Est-ce que c'est avant que Perséphone fasse tuer Adonis? Ou bien est-ce que c'est après et puis Aphrodite lui a pardonné? Est-ce que Aphrodite voulait simplement envoyer Psyché vers une mort certaine? Est-ce que Perséphone a pardonné à Aphrodite vu qu'elle accepte de lui donner sa beauté après tout? Ou est-ce qu'elle comptait ne jamais la lui donner puisqu'elle propose de la nourriture des enfers à Psyché? Je sais pas, je te laisse te faire une idée. Toujours est-il qu'elle prévient Psyché de surtout ne pas ouvrir l'écrin elle-même. Ce que Psyché fait quand même, et pourquoi personne n'écoute les conseils qu'on leur donne? Et il se dégage une fumée qui lui provoque un profond malaise et la tue. Ici se termine cet épisode sur Perséphone, la déesse de la végétation dont les allers-retours rythment les saisons sur Terre. En automne et en hiver, elle descend aux enfers, il fait froid, il fait moche, les arbres meurent, rien ne pousse. Et au printemps en été, elle reprend place sur Terre et la nature redevient luxuriante. Elle n'est pas insensible à la justice et permet aux héros de descendre aux enfers et d'en repartir. Elle accepte même de redonner la vie et la liberté aux morts et aux prisonniers. Mais pour équilibrer la balance, une telle gentillesse se voit opposée à une intolérance à la frustration amoureuse qui résulte en la mort de ses concurrentes et de son amant. Donc au final, Stockholm ou pas Stockholm? Cette partie est ouverte à l'interprétation. Moi je pense que oui, Stockholm. Après tout, si t'es pas amoureuse de quelqu'un, pourquoi te débarrasser de ses amantes et ramener toute son attention sur toi? Tu pourrais me dire « oui, mais c'était pour son ego » et je te répondrai que c'est un argument tout à fait recevable et que même si c'est beaucoup moins romantique, c'est aussi très probable. Enfin voilà, j'espère que cet épisode t'a intéressé et te fait réfléchir. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, et quant à moi, je te retrouve prochainement pour un autre épisode de Mythologie grecque décomplexée. C'était Margot pour te divertir. À bientôt!